Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Femmes. Nous recevrons pour vous aujourd'hui Elfia Elissé. Elle est responsable du programme Justice et Économie de Open Society Initiative for Southern Africa, OSISA. Avec elle, on va justement parler de ce qui a été posé comme action dans le cadre des droits des femmes ici en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous. Merci de me recevoir. Alors aussi ça, c'est cette structure qui œuvre ici en République démocratique du Congo depuis près de 10 ans. Vous avez choisi cette année de vulgariser ce que vous faites dans le secteur des droits des femmes en République démocratique du Congo. Vous avez évidemment eu à financer 9 organisations. Oui, 9 organisations. Ok, ces 9 organisations, on va en parler tout à l'heure dans l'émission. Comment vous allez d'abord ? Je vais bien. Vous allez bien? Le mois de mars s'est bien déroulé? Oui, le mois de mars s'est bien déroulé. Il a été productif. Pour vous, bien sûr. Oui, bien sûr. Et quand vous jetez un coup d'œil de manière générale pour les femmes, qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, nous sommes en pleine crise. Nous sommes en pleine crise sanitaire et cela a une répercussion sur l'économie et la vie sociale des femmes. Et je pense que les femmes ont été bien courageuses au cours de cette dernière année. Elles ont su résister justement à ces différentes coups durs que la Covid-19 a eu à porter à leur vie du quotidien. Et nous avons été avec elles dans ce combat-là et nous sommes plutôt fiers de ce que nos partenaires ont accompli. Ah, oui. Voilà pourquoi vous avez choisi de vulgariser ce que vous avez eu à faire. 9 organisations, ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Oui. Et vous avez choisi de les financer. On peut savoir d'abord sur base de quoi? Écoutez, généralement, ce qu'on fait, c'est que nous sommes un organisme des droits humains. Nous luttons pour les droits humains, l'émergence d'une société démocratique. Et ce qui se passe, c'est que nous faisons des appels d'offres et nous demandons justement aux organisations de la société civile qui seraient intéressés d'être partenaires avec nous, de nous faire des propositions sur des actions qu'ils estiment essentielles au développement de leur société. Ils soumettent ces propositions au niveau de notre portail et ces propositions, une fois que nous les examinons, nous choisissons en fait les propositions que nous estimons correspondent à l'urgence ou au développement de la société. Et qu'est-ce qui a été fait cette année, justement? C'était en quelle période que vous avez lancé le délai d'étude, justement, de cet appel d'offres, le temps que les gens reviennent vers vous, ça a pris quelle durée? Généralement, les appels d'offres, on peut dire, ça se passe au premier trimestre de chaque année. Donc, ils sont lancés généralement entre janvier et février. Et bon, on sélectionne, parce qu'on a 3 conseils d'administration dans l'année. Et on regarde quels sont généralement au premier trimestre, quels sont les projets qui sont intéressants, qui correspondent à la stratégie. Et nous choisissons en fait d'étudier les organisations, les partenaires. Nous faisons des enquêtes sur nos partenaires. Nous allons sur place, nous allons leur rendre visite, avoir des entretiens avec eux. Et ça dépend. Donc on choisit ce qu'on va financer au premier trimestre, ce qu'on va financer au deuxième trimestre, ce qu'on va financer au troisième trimestre. Oui. Ces financements ont une durée, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ces financements peuvent durer 1 an. Généralement, les financements peuvent aller de 6 mois à 1 an. Et puis, ça dépend. Il y a aussi des financements qui font 2 ans, comme celui d'Afemeco avec les femmes, des femmes médecins. Oui, l'association des femmes. Et on peut dire que ce sont des projets, c'est l'un des projets qui vous a les plus marqué? Ou c'est sur base de quoi que vous avez choisi ces 2 ans? Vous leur avez donné les 2 ans? Non, c'était parce qu'en fait, nous pensions que pour avoir l'impact que nous désirions, les résultats
que nous attendions, parce qu'il fallait d'abord faire un appui institutionnel, il fallait d'abord qu'elles se constituent, qu'elles renforcent leurs capacités. Et donc, pour avoir le résultat attendu, nous avons estimé que 2 ans serait le timing idéal. Okay. Oui. Et quels sont les projets qui vous ont justement les plus marqués parmi ceux retenus, ou si vous pensez que si vous allez dans ce sens-là, vous allez léser les autres? Mais écoutez, c'est comme dire à une mère, quel est l'enfant que tu préfères? Pourquoi pas? Il y a toujours, même si les mères cachent, hein, on sait les voir par leurs gestes. C'est vrai. Oui, 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 oui. Je ne sais pas pour la vôtre, mais en tout cas, la mienne, c'est difficile de déceler. Mais c'est vrai qu'en fait, en ce temps de pandémie, on a eu, ça a été un temps difficile. Et le fait justement d'avoir fait un fonds de solidarité pour les femmes, je parlerai peut-être de celui-là, je parlerai peut-être du dernier né, on va dire. Hein, souvent, on a une petite faiblesse pour le dernier né. La FEMECO? Non, le fonds de solidarité, nous l'avons fait sur 2 pôles. Okay. Nous l'avons fait sur Kinshasa avec MIFED, et puis nous l'avons fait à l'Est, à Goma, avec la PDH. Voilà. Okay. Donc, nous avons mis en fait à la disposition des femmes qui œuvrent dans l'informel un fonds de solidarité, donc une bourse pour pouvoir relancer leurs activités qui avaient été mis par terre par le Covid-19. Ok. Oui. Il y a toujours ce problème-là qui se pose ici en République démocratique du Congo par rapport au financement. C'est vrai que vous êtes déjà dans ce secteur depuis près de 10 ans, très actif ici en République démocratique du Congo. Oui. Ça veut dire que c'est une société qui a, c'est une ONG qui a déjà de l'expérience par rapport au terrain, mais c'est un problème qui se pose de manière générale. C'est vrai qu'il y a, soit les gens ne sont pas informés qu'il y a un financement, soit quand ils sont informés, ils utilisent mal leur financement. Est-ce que aussi ça a placé des garde-fous dans ce sens? Oui, justement, on en parle. Il y a eu un mécanisme de supervision, notamment avec le Fonds de solidarité que l'on a créé. Il y a des descentes sur terrain où on vérifie justement si les fonds sont utilisés à bon escient, et véritablement parce que l'objectif final, c'est que ces personnes-là se développent. Et on a eu à faire des formations pour qu'elles épargnent aussi. Donc c'est vrai que tu as un capital, tu le fructifies, il faut épargner pour les coups durs. Donc, et c'est ça qui était important, d'où le volet formation. Nous avons véritablement insisté sur le volet formation, que ce soit des superviseurs, que ce soit des bénéficiaires, et le suivi en fait. C'est ce qui est aussi très important ici en République démocratique du Congo. Pourquoi vous avez... Je ne sais pas si ça a été toujours fait ainsi, mais cette fois, 9 organisations financées par aussi ça, rien que pour les droits des femmes. On vous voit dans le secteur des ressources naturelles, on voit dans les secteurs des justices, élections aussi. Oui, on est là. Oui. 9 cette fois-ci pour les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoutez, c'est peut-être moi qui s'est passé. Vous y apportez votre sensibilité féminine. Oui, c'est une discrimination, on peut dire. Non, pas du tout. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai intégré l'organisation. Oui. J'ai un background en justice économique. J'ai un background, j'ai été conseillère genre pour une mission, une agence de développement international. Et donc, par conséquent, j'ai ce bagage-là. Et donc, peut-être que c'est ma façon d'appréhender les choses. Vos sensibilités. Oui, mais qui correspond aussi avec la stratégie de l'organisation. Parce que si cela n'était pas pertinent, mes collègues, mes collaborateurs, la hiérarchie n'aurait pas accepté que l'on fasse cela. Et puis, il faut comprendre une chose. En République démocratique du Congo, 97% de l'économie est informelle. Cette économie informelle est tenue à plus de 75% par des femmes. Oui. Donc, ce sont ces mamans-là qui mettent le pain sur la table au quotidien. Ce sont ces mamans-là qui envoient les enfants à l'école. Et je trouve que le fait qu'elles évoluent dans l'informel, elles n'ont pas forcément l'encadrement légal disponible, elles n'ont pas la protection sociale disponible, elles n'ont pas l'accès au financement. Et malheureusement, l'État ne leur facilite pas la tâche.
Donc nous, notre raison d'être en tant qu'organisation, c'est les droits humains, les droits économiques de ces femmes. Et c'est pour ça que l'on s'est dit, il faut intervenir, parce que c'est plus du 3/4 de la population. Donc c'est cela en fait, c'est pas une injustice venant de ma part, c'est la société qui est composée comme ça. Moi je suis dans la justice économique, est-ce que c'est ma faute si l'économie est principalement tenue par des femmes? Non. Oui, pas du tout. Voilà. Et vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, appuyer les femmes, c'est d'une manière ou d'une autre contribuer au développement de ce pays? Oui, bien sûr. C'est l'économie. Hein, l'économie, c'est le moteur du développement d'une nation. Aujourd'hui, nous sommes au bas de l'index de développement humain. Pourquoi? Parce que l'économie est faible, parce qu'il y a une forte taux de corruption, une mauvaise compréhension des choses, une absence de cadre légal. Et ces acteurs... Mais cela relève aussi de la responsabilité de l'État. C'est que vous apportez, c'est vrai que c'est une contribution, mais il faut dire que de manière générale, le déséquilibre va persister. Vous avez dit que nous étions aussi dans ce qui concerne les élections, n'est-ce pas? Oui. L'émergence du leadership féminin, ça aussi nous le faisons. Donc nous essayons en fait de... Vous êtes aussi en politique parce que vous avez appuyé les femmes qui sont intéressées par la politique, par exemple les femmes candidates et tout. Nous sommes intéressés par le leadership. Le leadership féminin. Oui, et à tous les niveaux, qu'il soit sur le point de vue économique, qu'il soit sur le point de vue politique, qu'il soit sur le point de vue culturel. Nous avons aussi appuyé une organisation qui s'occupe justement du droit des femmes dans l'art et la culture. Donc nous sommes là où il y a le leadership, parce que aussi ça est une organisation qui croit foncièrement et qui applique le leadership féministe. Et il faut savoir que le leadership féministe n'est pas simplement l'apanage des femmes, c'est aussi l'apanage des hommes. Des hommes aussi. Oui. Dans quel sens vous le prenez quand vous le dites ainsi? C'est-à-dire, quand vous dites que c'est l'apanage des hommes aussi, vous le dites dans quel sens? Qu'est-ce que l'homme apporte dans ce leadership de la femme? Écoutez, moi j'ai été élevée par un père féministe. Ce que je suis aujourd'hui, le leadership que j'exerce aujourd'hui, c'est parce que cet homme-là ne m'a mis aucune limite. Il m'a dit ce que tu es, tu peux le devenir, peu importe ce que tu envisages. Et c'est aussi bien lui que ma mère qui ont fait que je sois ce que je suis. Donc un leadership féministe n'a pas besoin d'être exercé par une femme. Et étrangement, des fois, il est peut-être même des fois mieux exercé par les hommes. Oui. Donc, le leadership féminin mieux exercé par les hommes. Le leadership féministe. Féministe. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Oui. Il y a une nuance. Mieux exercé par les hommes que les femmes. C'est-à-dire un leadership qui prend conscience des droits des femmes, qui prend conscience de l'égalité et de l'équité vis-à-vis de la gente féminine. Ok. Oui. C'est ce que vous essayez justement de pouvoir promouvoir ici en République démocratique du Congo. C'est ce que l'organisation promouvoit. Et notre directeur pays est un homme, mais qui est véritablement engagé dans ces questions. Pourquoi? Parce qu'il croit au leadership féministe. C'est mieux le leadership féministe. Je le préfère. Oui, bon, très peu de gens on en parle peu en fait. On en parle peu, oui. On en parle peu parce que généralement, quand on dit féministe, on a l'impression que les féministes, c'est ces femmes qui n'aiment pas se raser, oui. C'est des femmes qui... Non, on a tendance à mettre ça dans des boîtes. Non, il faut aller au-delà de cela, il faut s'informer, il faut savoir en quoi cela consiste. Et c'est une fois que l'on sait, on se rend compte que c'est un féminisme qui est ouvert à tous. Nous sommes une fondation qui fait partie du réseau de la société ouverte. Oui. Donc, nous croyons véritablement en ce que, en anglais, on dit « practice what you preach ». Oui, ce que nous disons, nous y croyons et nous marchons selon cela. Et donc, c'est-à-dire que l'organisation elle-même, nous formons sur ce leadership. Entre l'élaboration, en fait, entre la mise en place de ce projet que vous venez de ce programme avec le financement de ces ONG et sa faisabilité, il y a eu des difficultés que vous avez eu à rencontrer, n'est-ce pas? Oui, donc la rencontre des ONG, la faisabilité des projets. Oui. Bon, écoutez, oui, parce qu'en fait, comme on dit, des fois, on évolue aussi ça. C'est un organisme qui donne sa chance à tous. Hein?
Et nous ne finançons pas simplement les organisations qui sont bien structurées. C'est ce que j'allais dire, on vous reproche de ça d'ailleurs. Ah oui. Allez, allons-y, Oui. allons sur le terrain des reproches. Oui. Qu'est-ce qu'on nous reproche? On vous reproche d'être plus proche des organisations plus structurées qui ont déjà un certain niveau, alors que les plus bas là, les femmes par exemple, qui sont dans des petites associations, ne savent pas avoir accès à vos financements. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Pourtant vrai. C'est vrai? Ah, ça m'étonne parce que les organisations en fait que nous finançons, justement, nous leur tenons par la main et nous les aidons justement. Nous sommes, je pense, sur la place, le seul organisme qui octroie des subventions pour l'appui institutionnel des organisations. Ça, c'est pour vous dire. Je vous défie d'aller sur ce terrain et de trouver un bailleur de fonds qui dit ok, je vous donne de l'argent, même si vous ne savez pas ce qu'est un conseil d'administration ou un bureau exécutif. Nous aussi ça, c'est pas ce que nous sommes. C'est vrai qu'il faut un minimum de structure, il faut un minimum de structure. Il faut que nous puissions savoir que les personnes qui ont établi cette organisation ont une vision et qui savent où est-ce qu'ils vont et que leurs objectifs correspondent à notre stratégie. Donc évidemment, et généralement on a aussi un système de ce qu'on appelle un agent fiscal. S'il y a une organisation qui n'est pas aussi bien structurée, par exemple les mamans Maléwa, nous avons eu à financer une étude sur les mamans Maléwa avec l'ICREDES. Et l'ICREDES a travaillé avec l'association des mamans Maléwa, qui à la base n'était pas une association qui était structurée comme il se doit. Okay. Mais l'ICREDES les a aidés, il les a aidés à avoir Ils sont passés par l'ICREDES. Mais madame, c'est ça même l'essence du partenariat. C'est ça l'essence du partenariat. On ne peut pas, vous savez, on dit souvent que on ne peut pas demander à... On a toujours besoin de quelqu'un qui en sait plus que nous. On peut avoir quelqu'un qui nous introduit quelque part. Donc, la porte n'est pas fermée. La porte n'a jamais été fermée. Et c'était quoi? Parce que vous avez quand même chapeauté ce programme. Avez-vous particulièrement relevé des difficultés qui peuvent, par exemple, aider à ceux qui pensent qu'ils peuvent venir vers vous prochainement pour frapper à votre porte? Les difficultés, bon, ça dépend d'un projet à un autre. Donc, quand vous dites par rapport au programme, il faut spécifier la question. Est-ce que vous parlez d'un projet particulier ou du programme en général? Parce que des difficultés, j'en ai au quotidien. Oui. Donc, il faut me parler d'un programme particulier. Par rapport aux 9 organisations que vous avez financées. C'est ce que je dis, c'est le programme. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Mais il y a des difficultés qui peuvent demeurer. Hein. C'est générique. Vous savez que vous avez telle difficulté, mais vous savez comment contourner cela au quotidien. Bon, écoutez, c'est peut-être ce dont vous faites allusion, c'est la connaissance des normes et l'application des normes. Très souvent, nous ne connaissons pas les normes. Et nous avons encore, vu que nous ne les connaissons pas, nous avons du mal à les appliquer. D'où le fait que je vous dis que nous offrons un appui institutionnel aux personnes pour qu'elles puissent savoir exactement qu'est-ce que c'est que la gouvernance d'une association, qu'est-ce que c'est que la gestion des fonds d'une association, comment est-ce qu'on peut tenir la comptabilité, comment est-ce qu'on peut faire aussi appel à un logiciel comptable. Oui. Donc, c'est toutes ces choses-là qui, si vous parlez peut-être de la difficulté, entre guillemets, au quotidien, ça serait justement cet appui institutionnel-là que nous offrons aux organisations qui nous demandent en fait beaucoup d'attention et d'énergie et de suivi, oui. En même temps, au-delà de cet appui financier, voilà, en fait. Voilà. Appuyer les femmes, ça fait partie en fait de vos axes de travail au sein d'OCISA. Mais je parlerai des femmes ici en République démocratique du Congo de manière générale. Générale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si on donne assez aux femmes, si on fait respecter les droits des femmes, la femme congolaise peut aller au-delà? Oui, je pense que oui.
Je pense que oui. Quelle est la société où on ne place pas un cadre légal respectueux des droits humains, que ce soit homme ou femme, qui ne se développe pas? Parce que qui dit respect des droits dit accès aux structures de santé. Qui dit respect des droits dit accès à une éducation de qualité. Qui dit respect de droits dit la distribution égalitaire et équitable des richesses. Qui dit respect des droits pense développement, oui, bien évidemment. Et voilà pourquoi vous avez choisi dans cet appui financier de donner à... Vous avez équilibré en fait ceux qui sont dans la santé, dans le domaine de la culture, dans les domaines de sensibilisation. C'est un peu une diversité de secteurs qui touchent à la femme. Oui, en fait, ce qui est particulier dans mon programme, bon, c'est justice économique et sociale. Oui. Hein, et donc, par conséquent, oui, qui dit justice sociale dit accès à aux infrastructures de base. C'est-à-dire la santé est un besoin de base, l'éducation est un besoin de base. Donc, c'est ça la justice sociale. Qui dit justice économique parle justement de cet accès au financement, de cet accès au cadre légal. Qui parle de justice économique et sociale dit aussi le droit d'exercer tout librement ses activités ou d'aborder son identité culturelle sans pour autant craindre d'être appréhendé par la justice ou violenté. Donc c'est un peu tout ça. Donc c'est l'essence même du programme justice économique et sociale qui veut cela, qui veut cette diversité, cette inclusivité. Ok. Et cette inclusivité, on l'a vu à travers ces différents programmes. Je peux quand même les énumérer. Hein. Oui, allez-y. On a par exemple Unité pour la promotion de l'entrepreneuriat culturel féminin qui a été retenu par vous. C'est un projet, c'est un festival, c'est ça? Oui, oui. Que vous allez appuyer ou que vous avez déjà appuyé? On a déjà appuyé. Que vous avez déjà appuyé. Ça a marché? Moi, si à Kilo, oui. Oui, ça marchait parce qu'en fait... Ça a permis de créer un cadre où les femmes artistes, les entrepreneurs culturels et créatifs ont pu se constituer en réseau et échanger leurs préoccupations, qu'elles ont pu entrer aussi en contact avec d'autres organisations pour les aider à structurer leurs demandes auprès des législateurs, notamment en ce qui concerne la protection sociale des artistes. Des artistes, donc, ça n'existe pas encore. Oui. Donc, oui, effectivement. Nous pensons que c'est un début, c'est un premier pas, et nous pensons que les prochaines années, on va avoir encore d'autres pas qui vont nous emmener. Forum for African Women Educationalists, c'est ça, j'ai bien vu? Oui, FAWE. Oui, et celui-là? Écoutez, FAWE a pour essence de créer au sein des écoles primaires et secondaires des clubs qui s'appellent Tous Aimer. Et Tous Aimer, c'est en swahili qui veut simplement dire « exprimons-nous ». Parce que ce que nous nous rendons compte, c'est que on a du mal à retenir les filles à l'école par rapport au complexe qu'elles ont vis-à-vis des garçons. Et aussi, elles n'arrivent pas à s'exprimer et elles n'arrivent pas à être performantes parce que justement, elles sont intimidées. Et dans ces clubs-là... Ça dépend des milieux, non? Bon, ça dépend des milieux, mais en général, c'est le cas. C'est le cas parce que malheureusement, la culture ne permet pas à la fille de s'exprimer librement. D'exprimer son opinion, sa pensée. Et c'est ce qu'on leur offre un cadre sécuritaire où elles peuvent le faire. Dans ces clubs qu'on appelle Tous Aimer. Elles ont des marins, ils ont des parrains, des marins. Ils peuvent s'exprimer, ils utilisent parfois le théâtre pour parler des problématiques qui les touchent au quotidien. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Je vous invite à assister à un des programmes. C'est intéressant. Et donc justement, elles s'expriment. C'était intéressant hier lors de la conférence de presse parce qu'il y a une question qui a été posée sur les filles qui tombent enceintes et à qui on refuse l'accès à l'école. Et c'est un homme qui a posé cette question. Non seulement, on refuse l'accès à l'école, mais parfois on va te déposer dans la famille de l'homme. Exactement. Et donc on a traité, on dit, mais comment cela se fait-il qu'un garçon et une fille qui sont dans une même école, la fille tombe enceinte du garçon, le garçon a le droit de continuer l'école et que la fille ne va plus à l'école? C'est peut-être par rapport à sa forme qui change, les caprices qui vont avec. Et aussi, c'est une question d'exemplarité, allais-je dire. Oui,
et oui et non. C'est pourquoi est-ce qu'on va marginaliser cette fille? Pourquoi on va l'exclure? Quel serait l'idéal selon vous? On va vous? lui priver de son éducation. Mais qu'elle retourne à l'école. Et d'ailleurs, les choses ont avancé dans ce sens-là parce qu'on n'interdit plus aux jeunes filles qui tombent enceintes de continuer leur scolarité, excepté pendant la période d'accouchement. Parce que nous aussi, femmes qui travaillons, lorsque nous accouchons, on a une période où on nous permet justement de se reconstruire. De se reconstruire. Donc, c'est la même chose pour la scolarité. Pourquoi est-ce qu'on devrait priver à une jeune fille de ça? Et souvent, ce qui se passe, et c'est très dangereux, parce que lorsque vous faites ça, vous dites à la fille, non, on va attendre que tu accouches et puis tu retourneras à l'école. Elle ne retourne jamais. Oui, très souvent. Elle ne retourne jamais. Et parfois, c'est tout un destin qui est brisé, étouffé, oui. Qui est brisé. Et donc, et c'était un homme qui a apporté cette question. Et ça, j'ai aimé. Et vous savez, des fois, on essaye un peu de fuir le débat. Mais il a insisté. Il a dit, je veux savoir ce qui se passe. Moi, j'aimerais que ces filles retournent à l'école. Et moi, j'ai trouvé ça louable. J'ai trouvé ça vraiment louable. Ça peut constituer un plaidoyer. Hein? Mais effectivement. Oui. Effectivement. Toussé me parle de ces genres des problèmes qui arrivent aux filles. Toussé me parle de toutes sortes de problèmes. Ok. Et c'est où en fait que ce programme s'exerce, le programme de Toussé? C'est à Kinshasa et dans les zones périurbaines. Pour l'instant, oui. Et nous espérons pouvoir l'étendre aussi dans d'autres zones de la République. On n'a peut-être pas le temps pour énumérer tous ces projets, mais on a parlé déjà de la FEMOCO, c'est ça? Oui, des femmes médecins. Des femmes médecins, ça aussi c'était intéressant, très intéressant d'ailleurs. Institut congolais de recherche en développement des études et stratégies. C'est avec les mamans Maléwa dont on a parlé. Fondation Entreprendre, c'est ça aussi? Ah, Fondation Entreprendre aussi, c'est intéressant parce qu'ils ont mis en place une coopérative qui s'appelle Mabélé et qui a pour objectif en fait de créer des supermarchés, 50 supermarchés dans la République, un réseau de distribution des produits purement congolais. Et donc, ils ont ouvert leur premier supermarché pendant ce mois de mars. Voilà, oui, j'ai vu. Et donc, nous, on a financé en fait la recherche qui leur permettait de comprendre les canaux de distribution. Et donc, et on est très contents. Donc, on a un supermarché sur la place qui... Ça peut aussi permettre justement de ces femmes qui évoluent dans l'informel de basculer. Exactement, exactement. Parce que justement, elles ont un réseau où elles peuvent distribuer leurs produits et créer une structure. Parce qu'en fait, l'idéal, c'est de créer un écosystème. C'est de créer un écosystème, des synergies où... ceux qui font certaines choses et d'autres... Des chaînes de valeur. Voilà, une chaîne de valeur. Voilà, c'est un petit peu ce que nous essayons de créer avec nos partenaires. Ah, c'est très intéressant. Des perspectives par rapport à votre programme Justice et économie, c'est difficile parce que vous dépendez justement de tout un programme. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dévoilé pour l'an 2021, mais on aimerait quand même savoir parce que l'accès à l'information aujourd'hui reste le principal frein, selon moi, pour l'épanouissement de la femme. Quand elle ne sait pas il faut frapper à telle porte pour ne fût-ce que bénéficier d'une formation, c'est compliqué, elle va évoluer comme ça. On m'a parlé d'une femme qui vend le pain depuis près de 40 ans, la même quantité. Ses enfants sont nourris par ce pain-là. Elle a scolarisé certaines de ses filles, mais 40 ans, c'est quand même beaucoup. On aurait dû avoir une boulangerie quand même. Ça veut dire qu'il y a un problème d'accès à l'information. Exactement. Est-ce que aussi ça envisage d'autres programmes dans ce sens pour que les publics sachent? Ces ONG, il y en a tout plein ici en RDC. C'est une panoplie d'ONG qui œuvrent dans le secteur de la femme. Mais comment ça se passe? Mais écoutez, comment est-ce que... aussi ça déjà met donne accès à l'information. Toutes les recherches que nous faisons sur les activités économiques des femmes sont disponibles. Sur les sites? Chez nous, à Ossissa, au bureau et même dans les organisations partenaires. Donc, et nous faisons aussi des plaidoyers, des vulgarisations de nos matériaux, de nos livres.
Donc c'est déjà ça, l'accès à l'information est disponible. Des perspectives pour cette année, à moins Oui, que... bien sûr, nous sommes en train de vouloir travailler pour comprendre quelles sont les économies alternatives. Pendant cette période de Covid. Pendant cette période de Covid, oui, Oui. on va prendre ce risque de chercher à comprendre en fait quelle est véritablement l'économie congolaise. Parce que si vous dites que l'économie, plus de 97% de l'économie est dans l'informel, cela veut dire qu'elle n'existe pas encore dans les livres. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans les livres. Mais comment, en fait, sur base de quoi on est là? On va d'abord travailler sur des échantillons et on va grandir. On va essayer de comprendre notre système économique. Ça ne sert à rien en fait de former des gens sur le système économique des autres, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'en fait, on va passer 40 ans et avoir la même personne qui est en train toujours de vendre le même pain et qui ne connaît aucun développement. Il faut savoir comment est-ce que nous fonctionnons. Et pour ça, il faut faire ce que l'on appelle la recherche-action. On va sur le terrain, on comprend le terrain, on maîtrise les circuits et les rouages et on les crie. C'est ce que Vous nous mettrez avons à la disposition d'eux? Nous travaillons avec des universités Okay. et nous allons mettre ça à la disposition des universités parce que c'est aussi les universités qui forment les économistes. Vous Il faudrait voyez? mettre à jour. Finalement, je Oui. pense que aussi c'est obsolète en Exactement. fait, quelquefois les formations. On va pas continuellement travailler sur les théories qui viennent de l'extérieur, hein, les théories capitalistes, Oui. les théories socialistes, etc. Il faut que l'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe chez nous. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire la recherche-action. Il faut aller sur le terrain, il faut étudier. Voilà pourquoi on travaille avec nos partenaires. On fait des recherches, on met ces recherches à la disponibilité des législateurs, des gouvernants. On met ces recherches à la disponibilité du corps académique. On met ces recherches à la disponibilité des organisations pour justement pouvoir créer comment on appelle ça, pour que ce soit un catalyseur en fait de développement. Donc la première chose, c'est d'abord le savoir, comme vous avez dit, la connaissance. Et puis après, de cette connaissance-là, on déboule sur un savoir-faire et puis sur un savoir-être aussi. On trouve des solutions qui sont applicables, parce que ça ne sert à rien de venir avec des grandes théories qui ne sont pas applicables. On a fini, Madame Elfia. Ah bon? Oui. Bah, c'était agréable. Ça va vite. Hein. Oui. On espère que ces programmes, c'est pas l'on espère, mais on sait déjà qu'il y a un impact social, un impact assez positif dans la vie des femmes par rapport à ce que vous faites, hein, par rapport à votre organisation, sur ce que vous avez eu à poser comme action sur les droits des femmes ici en République démocratique du Congo. L'on ne peut que vous souhaiter bon vent. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'allais dire, l'information est très capitale. Surtout pour les femmes. Ne négligez pas l'information. C'est une mine d'or pour votre épanouissement. À chaque fois que vous avez un petit bruit sur quelque chose qui doit se faire, n'hésitez pas de vouloir comprendre surtout ce qui se passe. Même si vous n'êtes pas retenu, il faut toujours persévérer, savoir frapper à la bonne porte et quand frapper pour que nous puissions, dans quelques années, pourquoi pas en 2030, 2040, 2045, parler de cette société équilibrée où il y a l'égalité entre hommes et femmes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.